Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les préparatifs pour la participation du Togo à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP 28, se poursuivent. Dans cette édition, nous ferons un zoom sur les stratégies qui se pensent dans l'idée de pouvoir saisir de meilleures opportunités lors des négociations. Également, dans cette édition, nous parlerons sport. Le maintien de l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale, Paolo Duarte, a été confirmé hier, vendredi. Nous aurons d'amples détails en ce qui concerne cette décision, mais ce sera en fin de journal. L'Haïti ne bénéficiera pas du déploiement des policiers kenyans comme l'a recommandé l'ONU, en tout cas pas pour le moment, celui-ci étant de nouveau reporté. Nous reviendrons sur la situation que vivent les habitants du pays dans ce journal. Enfin, l'Amnesty International reproche aux puissances occidentales de faire preuve d'une politique de deux poids, deux mesures dans la gestion des conflits internationaux. Nous écouterons les explications de la secrétaire générale Agnès Kamalar dans le développement. Bienvenue à tous. Le Togo, le Bénin et le Burkina Faso ont lancé la deuxième phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans leur zone transfrontalière. L'idée de cette coopération est de mettre en synergie les efforts pour améliorer la résistance des populations frontalières face aux conflits communautaires et à l'extrémisme violent. Promise, Komegbe et Kofi Kligé. En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso lancent la seconde phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones transfrontalières. L'objectif reste celui de renforcer la cohésion sociale et améliorer la résilience des populations des zones affectées. La première phase, débutée en 2020, malgré les quelques progrès qu'elle a permis de connaître, n'a pas cependant réussi à mettre fin aux fragilités qui rendent ces zones vulnérables. La faible présence de l'État, la dégradation de la situation sécuritaire, la recrudescence des conflits communautaires, l'absence d'opportunités pour les femmes et les jeunes persistent et l'on devra opter pour une approche actualisée, intégrée et coordonnée. Il est question dans un premier temps de renforcer les mécanismes endogènes de prévention et la réponse aux conflits communautaires au niveau local et transfrontalier. En second lieu, le programme prendra en compte le renforcement de la résilience socio-économique des femmes et des jeunes. L'on devra capitaliser sur les quelques acquis de la première phase, comme les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits, et œuvrer pour des avancées dans la mise en œuvre d'une politique d'instauration d'une société pacifique, juste et inclusive, libérée de la peur et de la violence. Cette phase de l'initiative bénéficie d'un financement d'environ 5 500 000 $ du Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers l'OIM et le PNUD pour une durée d'exécution de 2 ans. Nous parlons également transformation digitale dans cette édition afin de simplifier les démarches administratives et de réduire les files d'attente au sein des institutions étatiques. Le gouvernement togolais a lancé en 2022 une plateforme de services publics. Cette dernière a marqué une avancée majeure dans la digitalisation des services en question. Suivez les précisions quant à l'appréciation de l'initiative par la population. Élément de Claire Gagnon. Lancée en 2022, la plateforme des services gouvernementaux vise à simplifier les démarches administratives et à réduire les longues files d'attente. Cette initiative s'inscrit dans la politique de digitalisation des services publics en conformité avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. La plateforme a accueilli entre juin et octobre 2023 133 974 nouveaux visiteurs. Parmi les services déjà disponibles sur cette plateforme, on retrouve la demande de carte de séjour, l'établissement d'un casier judiciaire, l'obtention d'un duplicata de nationalité, la demande de passeport et même la consultation des résultats du bac 2, pour n'en citer que quelques-uns. L'objectif du gouvernement est de digitaliser 75% des démarches administratives d'ici 2025, offrant ainsi un gain de temps et de simplicité aux citoyens. Une initiative accueillie favorablement par certains parce que cela permet de gagner en temps. C'est une bonne chose. D'abord, ça permet aussi de gagner du temps.
Parce qu'auparavant, tu restes là-bas, il y a beaucoup de monde. Et si tu avais un boulot que tu devais faire, tu vas gaspiller toute une journée juste pour ça. Alors qu'aujourd'hui, devant ton téléphone ou ton ordinateur, tout de suite, en 5 minutes, tu as fini, quoi. Donc, je trouve que la digitalisation c'est plus avantageux que ce qu'on faisait avant. Bon, le fait déjà de ramener toutes ces choses en ligne, ça nous permet de pouvoir accéder facilement à ces pièces. Au lieu d'aller faire les queues là-bas et patienter à des heures, déjà vous êtes connecté, vous allez sur l'Internet. Rapidement, vous pouvez toutefois accéder à ces demandes. Moi, je trouve que c'est très fiable et c'est à féliciter et encourager également. Cette avancée marque une étape majeure dans la modernisation des services publics et facilite la vie des administrés. Hier, en début de soirée à Agbatopé, une localité située dans la commune de Zio-1, un camion-citerne transportant de l'essence s'est explosé. L'explosion a calciné les véhicules dans son périmètre. 8 morts et 9 blessés, c'est le bilan dressé par les autorités locales. Kofi Kligé pour d'autres détails. 8 morts et 9 blessés graves. C'est le bilan provisoire d'un accident survenu ce vendredi à Agbatopé. Ce bilan est communiqué par les autorités locales suite aux actions de sauvetage des sinistrés. Les blessés sont depuis vendredi soir sous soins intensifs au centre hospitalier préfectoral de Tchévier et les morts à la morgue du même centre. Même si les circonstances de cet accident ne sont pas encore élucidées, l'on retient quand même que cet accident implique des camions-citernes transportant de l'essence et d'autres véhicules. Selon quelques témoins, le camion-citerne transportant de l'essence s'est renversé, ce qui a provoqué une explosion s'étalant sur plusieurs mètres. Les véhicules se situant dans le diamètre de l'explosion étaient surpris par les flammes. Les autorités locales et les forces de sécurité se sont dépêchées sur les lieux pour porter leur assistance aux victimes. Pour l'heure, les travaux sont encore en cours pour déterminer le nombre exact des victimes, puisque dans cette situation, des véhicules se sont retrouvés complètement calcinés. Nous vous le disons dans les titres, le Togo poursuit les préparatifs pour une meilleure participation à la COP 28, l'avant-8e conférence des Nations Unies sur le climat. Il travaille sur sa stratégie pour saisir les meilleures opportunités lors des négociations. Promise Pomegbe et Cyril Lawson. La 28e conférence des parties COP28 sur les changements climatiques va se tenir du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. À quelques jours de cette conférence internationale qui réunira les représentants des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Togo finalise ses préparatifs. Les acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre le changement climatique ont œuvré avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement à doter la délégation togolaise d'une feuille de route commune qui permettra d'avoir une position unique et de saisir les meilleures opportunités lors des négociations. Le Togo, n'ayant pas pu trouver pleine satisfaction à ses attentes et préoccupations lors de la COP27, il est question de procéder à un choix sélectif des projets à présenter, s'alignant sur les priorités nationales. Si le pays a enregistré en raison des changements climatiques plus de 26 milliards de francs CFA de pertes économiques et 6 900 hectares de terres cultivables détruits du fait des inondations en 2020, les efforts se poursuivent et ces derniers seront d'ailleurs présentés à l'occasion de la conférence. Le Togo a entre autres revu à la hausse ses contributions déterminées au niveau national CDN, a intégré au document de planification les notions d'environnement et de changement climatique avec une stratégie à long terme de résilience au changement climatique à faible émission du CO2, mais aussi des plans régionaux d'adaptation au changement climatique qui sont en cours d'élaboration. Cette 28e conférence mondiale sur le climat traitera des questions relatives à l'agriculture durable et une économie résiliente au changement climatique et à faible émission de CO2, mais sera également l'occasion d'examiner et d'adopter les projets de textes de négociation proposés lors des dernières conférences.
Place à l'actualité internationale. Au Kenya, l'affaire Paul Mackenzie refait surface avec une nouvelle révélation. Cette fois-ci, ce dernier aurait exploité en studio et distribué des films sans licence. Le sort du nommé Paul Mackenzie, prédicateur, auteur de la mort de plusieurs de ses fidèles qui étaient placés en garde à vue, a donc été décidé. Retrouvez plus de détails sur l'affaire dans ce reportage. Déjà accusé d'avoir ordonné à ses fidèles de mourir de faim pour rencontrer Jésus, Paul Mackenzie est visé par une nouvelle affaire. Le prédicateur kényan a été reconnu vendredi en effet coupable d'avoir exploité un studio et distribué des films sans licence par l'intermédiaire de sa chaîne Times Television. Il sera condamné le 1er décembre et risque jusqu'à 5 ans de prison. Le prédicateur est en garde à vue depuis plus de 6 mois suite à son arrestation en avril en raison de la découverte de centaines de corps dans des fosses communes dans une zone forestière de sa propriété de 800 acres dans le comté côtier de Kilifi. Jeudi, les procureurs ont demandé à ce que Mackenzie soit maintenu en détention pendant 6 mois supplémentaires afin de permettre à la police d'achever son enquête qui porte notamment sur la recherche de dizaines de personnes toujours portées disparues, alors que le jeune initié dans sa secte avait coûté la vie à environ 400 personnes. Ce n'est pas la satisfaction actuellement en Haïti. La raison, le nouveau report du déploiement des policiers kenyans, laissant le pays entre les mains des gangs qui sèment la terreur depuis un moment. Qu'est-ce qui justifie ce nouveau report? Des éléments de réponse dans ce reportage. Le déploiement des policiers kenyans en Haïti une nouvelle fois reporté. Nairobi a annoncé jeudi que toutes les conditions relatives à la formation et au financement de la mission ne seraient toujours pas remplies. C'est tout sauf une bonne nouvelle pour le pays dont des pans entiers sont sous la coupe des gangs. Aujourd'hui, le pays est contrôlé par des gangs. Ils ont plongé le pays dans une situation infernale. Les gangs ont des liens avec les autorités de l'État. C'est récurrent depuis le gouvernement Jovenel Moïse et ça continue aujourd'hui. Le mois dernier, l'ONU avait confié au Kenya le commandement d'une mission multinationale visant à lutter contre les gangs face à l'incurie supposée des autorités haïtiennes. Le plus grand problème actuel en Haïti est l'absence de gouvernement et de l'état de droit, ainsi que l'effondrement de toutes les institutions clés de l'État, y compris la police. Comment la police étrangère pourrait-elle opérer en Haïti si nous n'avons pas de gouvernement opérationnel? Le gouvernement d'Ariel Henry n'a fait que renforcer l'insécurité. Les gangs sont devenus plus puissants dans le pays. Davantage de territoires ont été perdus au profit des gangs, ce qui signifie que le bilan du Premier ministre Ariel Henry est catastrophique. La police locale ne fait pas le poids face aux gangs. Depuis le début de l'année, 32 policiers ont été tués en Haïti. Nous vous le disons dans les titres, Amnesty International reproche aux puissances occidentales de soutenir une politique de 2 poids, 2 mesures face aux conflits internationaux. L'organisation s'inquiète donc pour une probable atteinte des droits humains. On écoute les propos de la secrétaire générale de l'organisation lors du forum de paix pour plus de précision. Une politique de 2 poids 2 mesures, c'est ainsi que la secrétaire générale d'Amnesty International a qualifié vendredi la gestion des conflits internationaux par le bloc occidental. Alors qu'elle s'exprimait à Paris lors d'un forum sur la paix, Agnès Calamard a considéré cette attitude comme une menace pour les droits de l'homme. Le bloc occidental exige que nous nous précipitons tous à la défense de l'Ukraine comme il se doit. Parce que l'Ukraine a été agressée par la Russie et qu'il y a des souffrances incroyables dans ce pays. Et en même temps, il nous dit de ne pas agir face aux bombardements multiples et aux souffrances absolues de la population de Gaza.
Le double standard de ces gouvernements est pour moi la plus grande menace pour les droits de l'homme en ce moment. Le Forum de Paris sur la paix est un événement basé sur la recherche du dialogue concernant des sujets tels que le changement climatique et les menaces qui pèsent sur les droits de l'homme. Et pour une seconde fois dans cette édition, nous parlons de la COP 28. Les compagnies gazières et pétrolières s'engagent-elles vraiment pour le climat? C'est la grande question qui se pose actuellement dans la perspective de la tenue de la COP 28 qui se prépare pour le 30 novembre prochain. Qu'est-ce qui explique ce doute? On en sait un peu plus dans ce qui suit. L'agence de presse américaine Associated Press a procédé à des examens et a fait des révélations. Près de 40 compagnies pétrolières et gazières étaient présentes en Égypte lors de la conférence sur le climat, la COP27, pour discuter de la réduction de la production de pétrole et de gaz dans le monde. Détail non négligeable, Sultan El Jaber, le prochain président de la COP28 qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre, est aussi le patron de la compagnie pétro-gazière émirati ADNOC. La conférence de l'année dernière a été l'occasion d'examiner de près toutes les compagnies pétrolières participantes. Dans l'ensemble, nous sommes parvenus à la conclusion qu'elles n'avaient pas de véritable projet en matière de transition énergétique et ceux qui sont discutés en détail s'appuient sur des éléments tels que la production d'hydrogène, le captage du carbone, des éléments qui sont développés mais qui sont loin d'être mis en œuvre à grande échelle. On pourrait donc dire qu'il ne s'agit pas vraiment de projets de transition vers de l'énergie verte. Les entreprises n'investissent que rarement, voire pas du tout, dans les technologies vertes. La plupart de leurs investissements, qui se chiffrent en milliards de dollars, concerne la prospection, l'extraction et le raffinage du pétrole. La plupart de ces compagnies pétrolières et gazières ont bien l'intention de maintenir le pétrole et le gaz au centre de leurs activités. C'est leur raison d'être et la plupart d'entre elles ne prévoient pas de changer fondamentalement ce qui est au cœur de leur activité. Cela pourrait donc entrer en conflit avec l'accord de Paris et nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la COP27 en Égypte, il a été question d'énergie à basse émission, comme le gaz naturel, dans lequel le Caire a investi des milliards ces dernières années. D'un côté, il y a une réelle pression pour les inciter à opérer une transition écologique, à utiliser leur capital et leur savoir-faire pour y parvenir. Mais d'un autre côté, les actionnaires leur opposent une forte résistance et les projets sont abandonnés. Les actionnaires considèrent que ces projets vont réduire leurs bénéfices et qu'il faudra dans tous les cas augmenter la production. Les nations se sont engagées à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Selon les experts, l'économie mondiale devrait être neutre en carbone d'ici 2050 pour espérer rester sous ce seuil. Et nous revenons au Togo pour parler sport. Hier, vendredi, la Fédération togolaise de football a confirmé le maintien de Paulo Duarte, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale à la tête des éperviers. Une décision prise au vu des performances du technicien portugais sur les 2 dernières années, mais qui place également de nouveaux défis au cœur de sa nouvelle mission. Les détails avec Cyril Lawson. C'est désormais acté, Paulo Duarte va reconduire les éperviers du Togo jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. La décision a été rendue officielle à travers un communiqué en date du 10 novembre 2023, émanant de la Fédération togolaise de football et signé par Guy Akbovi, son président. La Fédération togolaise de football juge bon de maintenir sa confiance, pas surpris du tout de cette prolongation. Je me dis que la Fédération togolaise s'inscrit dans la continuité et c'est une bonne chose. Maintenant, c'est à Paulo Duarte de répondre au défi qui lui est lancé parce qu'on sait que c'est un bon sélectionneur. Pour l'instance de gestion du football togolais, les efforts et stratégies novatrices du technicien portugais ont contribué à instaurer une culture rigoureuse de travail et à promouvoir le talent local. Au-delà, les performances de Paulo Duarte sont également appréciées par certains observateurs sportifs. Paulo Duarte à la tête des éperviers du Togo, 7 défaites, 7 matchs nuls et donc 7 victoires. Est-ce que le bilan il est pour autant satisfaisant ou bien positif? Tout de suite non, parce que c'est 2 compétitions ratées, notamment la Coupe du Monde 2022 au Qatar et la Coupe d'Afrique des Nations, mais dans le contenu, dans la production de jeu. C'est un Paulo Duarte qui a quand même redonné
une certaine fière allure à ces éperviers du Togo parce qu'il est venu trouver une équipe qui n'était plus du tout en confiance. Malheureusement, il manque la participation à de grandes compétitions pour couronner ce travail qui se fait. Pour ce nouveau départ, 2 objectifs principaux ont été assignés aux techniciens portugais. La qualification ou un parcours honorable du Togo aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ainsi que la participation au moins au 2e tour de la CAN 2025. Des objectifs susceptibles d'être atteints. Il y a urgence du côté de Paulo Duarte de, pour moi, se qualifier pour l'une des 2 compétitions. La Coupe du Monde, ça va être compliqué parce que on est dans une poule pas facilement abordable parce qu'il y a le Sénégal qui est habitué à cette Coupe du Monde-là. On sait ce que le Sénégal fait sur le continent aujourd'hui. Ça serait un exploit pour le Togo quand même de passer dans cette poule, même s'il y a plusieurs possibilités, notamment finir 2e. Pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est une obligation. Et là, il n'y aura pas d'excuse. Paulo Duarte le sait, les joueurs le savent, les supporters n'attendent que ça, les autorités également, parce qu'aujourd'hui, c'est une sélection nationale qui a tous les moyens à sa disposition pour produire du beau jeu. D'ailleurs, le 16 novembre prochain, les éperviers du Togo seront face au Soudan. Il s'agit là de leur première confrontation s'inscrivant dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le match se tiendra en Libye. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.